Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Nous sommes le 4 août et depuis la venue de Abdelmajid Tebboune al-Mouradia, cette journée est instituée Journée nationale de l'armée. Ce soir, nous allons parler de l'un des piliers d'une nation, la nation algérienne. Nous allons parler de l'institution militaire algérienne, l'armée nationale populaire, l'ANP, notre armée, notre ANP, notre institution militaire. Oui, c'est notre armée, c'est notre ANP, c'est notre institution militaire. Avec nos invités ce soir, nous allons parler du rôle constitutionnel de l'armée, de ses prérogatives et de ses missions. À tout de suite. Pour en parler ce soir, qui de mieux que deux avocats avec moi pour cette émission? Aïssa Rahmoun, maître Aïssa Rahmoun, vous êtes avocat au barreau de Paris et secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Adel de l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Mes amitiés à mon confrère et frère maître Salah Debbouz et aux téléspectateurs qui actuellement suivent nos débats. Merci Aïssa et depuis Bruxelles, un autre avocat, maître Salah Debbouz et militant des droits humains. Maître Salah Debbouz, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, cher Adel. Bonsoir à mon confrère et ami et frère, Aïssa Rahmoun. Et bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci maître. Alors, 4 août, instituée Journée nationale de l'armée. في خضم التحول من مرحلة الاحتلال إلى عهد الاستقلال ومن معركة التحرير إلى معركة البناء، تم تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي سليله ووريثه الطبيعي، وذلك يوم 4 أوت من العام 1962. هذا اليوم الذي أقره السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي. Aïssa Rahmoun, le président Tebboune a été reçu aujourd'hui au cercle de l'armée de Bnimsous à Alger par le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chenguelha, à l'occasion de cette journée du 4 août. Selon ce que nous venons de voir, la journée du 4 août, ça relève du 4 août 62 où l'ALN, c'est-à-dire l'Armée de libération nationale, est devenue l'Armée nationale populaire, c'est-à-dire l'ANP. À quoi sert aujourd'hui cette journée? Écoutez, Qu'est-ce que ça vous inspire en fait? Je ne suis pas contre du fait qu'on institue une journée pour l'armée, il n'y a aucun problème. Comme on peut instituer une journée pour la gendarmerie, pour la police, pour la douane, pour les architectes, pour les médecins, ça existe déjà pour les avocats, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui est frappant dans cette institution du 4 août, c'est le fait que l'armée, en plus de ses rôles institutionnels, elle a toujours un rôle politique, et ce depuis l'indépendance. Quand le 4 août 62, l'ALN avait remis le flambeau à l'ANP, est-ce que le serment de l'ALN a été respecté par l'ANP? Première question. Parce que l'ALN était une armée qui a libéré le pays, qui a sacrifié, qui a donné le meilleur de ses enfants. Le peuple algérien a donné le meilleur de ses enfants. Plus d'1,5 million de chouhada. Combien d'orphelins, combien de blessés, combien d'handicapés, combien de traumatismes dans la société pour libérer le territoire, mais aussi libérer la société et l'humain dans toutes ses dimensions. En tout cas, les représentants politiques de l'État, tels que le président de la République,
comme le chef d'état-major, dans leur discours, ils disent toujours que l'ANP est la digne héritière de l'ALN. Ça reste un discours, mais dans la pratique institutionnelle, on voit le contraire. C'est qu'il y a un accaparement des institutions de l'État. C'est que l'armée, aujourd'hui, s'est accaparée de l'État. C'est devenu un État dans un État. Donc, ennobli par leur statut d'ayant droit, cette glorieuse ALN, l'ANP s'est subitement transformée en ayant plutôt l'ALN qui était ennoblie par son statut d'ayant cause, parce qu'il y avait une cause, l'ANP s'érige actuellement en ayant droit. Et quand on s'érige en ayant droit, on s'accapare de tous les ressorts, de toutes les institutions, du devenir du pays, de l'avenir d'une société. Merci, mais ce n'est pas ce que pense justement le président de la République. On va l'écouter ensemble. وهذو اللي يقولوا شعارات مدنيه مش عسكريه هم الناس اللي خداو طريحه من عند الجيش الوطني الشعبي لما بغاو يستولوا على الحكم بالقوه. البلاد هذه لازم تتحطم بصفه ولا اخرى. فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء. من زمان هذه سلميه مش مدنيه عسكريه مدنيه مش عسكريه. هذا نفس الشعار في مصر في الثمانينات، نفس الشعار هو الجيش خرج من السياسه. خرج من السياسه راه في بالك 12 سنه 15 سنه خرج تماما من السياسه وفات المهنيه. بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. وين شفت انت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ ما بقاش يدير السياسه الجيش خطا. ما بقاش يدير السياسه الجيش خطا. ما بقاش يدير السياسه الجيش خطا. L'armée ne fait plus de politique, répète à qui veut l'entendre le président de la République, Abdelmajid Tebboune, Maître Salah Debbouze. Je vous ai vu sourire. Oui, parce que ça me fait rire, c'est une blague. L'armée algérienne ne fait pas de politique, mais elle fait quoi alors? L'armée algérienne ne fait que de la politique. D'abord, elle est là pour tenir, pour faire peur au peuple. Le peuple qui veut changer le régime politique en Algérie, qui est un régime dictatorial militaire, militaro-bureaucratique. Et donc, le peuple voudrait le changer en un régime civil. Et ben, vous voyez, Tebboune, il rigole, il dit ceux qui voulaient changer le régime d'un régime militaire qui appelait à un régime civil au lieu d'un régime militaire, c'est-à-dire on les a bien, ils ont pris une raclée. Alors qui donne les raclées? Est-ce que un État qui se respecte, il donne des raclées au peuple qui demande le minimum de dignité. C'est aberrant. Bon, sur le principe, comme a dit Issa Hamoun, tous les corps peuvent faire des journées nationales qui servent au corps d'abord, pas au peuple. C'est le corps qui s'organise, qui se retrouve, qui discute sur l'horizon à construire, etc., l'évolution, etc. Mais en Algérie, l'armée, d'abord, on dit que l'armée algérienne est très forte. Elle est forte en quoi? Elle est forte en budget surtout, dans la qualité des moyens, des interventions et des compétences. On n'en sait rien. Il faudrait qu'elle soit. C'est pas ce qu'on souhaite, mais comment qu'on peut savoir si une armée est forte et puissante ou pas? C'est dans l'exercice. Et quand elle affronte ce qu'elle elle est formée pour le faire, c'est-à-dire en cas de guerre, voilà, directement, on peut savoir si on a une bonne armée, c'est une armée de qualité ou pas. Mais l'armée algérienne, malheureusement, excusez-moi de vous interrompre. Réprimer. Maître Salah Debbouze, excusez-moi de vous interrompre. Il y a quand même des témoignages des services étrangers qui reconnaissent en fait l'efficacité des services algériens. On l'a vu durant la crise diplomatique entre l'Algérie et la France.
les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés durant cette crise ont parlé de la nécessité de reprendre la coopération sécuritaire à l'Algérie par rapport à son expertise sur le terrorisme, la contrebande, etc. L'armée algérienne, elle a combattu le terrorisme. C'est tous les Algériens qui ont combattu le terrorisme. Qui étaient les Tout à victimes fait. du terrorisme? C'est le peuple. L'armée arrivait après coup, à chaque fois, elle arrivait après coup. Et puis nous avons, c'est pas pour dire que du mal de l'Algérie ou des institutions, mais moi j'étais victime d'un faux barrage à Chlep. Une fois, ben, il n'y avait pas l'armée là. C'était à 8 heures du matin, on a failli être égorgé. Il n'y avait personne pour nous protéger. Et puis il y avait beaucoup d'Algériens qui ont été égorgés et qui ont été tués. Et aujourd'hui, il y a une loi qui interdit aux Algériens de parler des problèmes qu'ils ont eu pendant la décennie noire. Qui, vous connaissez le slogan qui tue qui? Qui a tué qui? Alors, c'est vrai qu'il y avait du terrorisme. Je vous dis que j'en étais victime. Moi, j'étais victime d'un faux barrage. C'était des terroristes, ce n'était pas des militaires. Mais en même temps, j'ai reçu des gens qui m'ont certifié qu'il y avait certains faux barrages qui étaient dressés par des gens de la sécurité. Je ne sais pas si c'était de l'armée ou ce qu'on appelait les patriotes ou je ne sais pas qui voulaient montrer que voilà, ils étaient habillés en terroristes, en islamistes terroristes, pour montrer qu'il faut rejeter ce phénomène. Ça, c'est des trucs qui sont arrivés en Algérie. Et ensuite, comment que ce phénomène terroriste a été réglé? Ça n'a pas été réglé par la force, ça a été réglé par un compromis, c'est-à-dire des terroristes qui étaient dans les maquis, ils ont accepté de rendre les armes sans être Rappelez-vous Medani Mzrag, qui était reçu par Ouihia, qui avait déclaré qu'il avait étranglé un jeune du service national. Il lui avait pris les armes. C'est un aveu et personne ne lui a rien fait. Donc le problème terroriste en Algérie était, moi à mon avis, était créé par le régime politique en général. Il a été géré par ce régime politique et on lui a mis fin dans les conditions que le régime politique a lui-même choisi. Maintenant, les gens font des déclarations, bien sûr, sur le plan diplomatique. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais en même temps, il ne faut pas oublier que le terrorisme en Algérie, ce n'est pas un terrorisme importé. C'est un terrorisme qui est né en Algérie. Un terrorisme maison. Par la faute du régime qui l'a fait naître, notamment par le système éducatif, avec le Sahwa al-Islamiyya, tous les intégristes qui venaient de l'Orient, prêcher en Algérie, rappelez-vous le Rabi al-Ghazali ou le Qardawi, tout ça. Moi, j'étais encore jeune, j'étais à l'université et je suivais un petit peu ce qui se passait. Ben, je vous dis, pendant cette période-là, il y avait une pépinière pour former des extrémistes. Et après, ils allaient en Afghanistan pour faire le djihad. Et là-bas, c'était la formation idéologique, c'était pendant cette période-là. Et la formation militaire, c'était à l'époque de la guerre de l'Afghanistan, etc. Et donc, c'était un phénomène produit par le régime. Est-ce qu'il voulait ça, est-ce qu'il ne voulait pas? Mais c'était un phénomène produit par le régime algérien. Ce n'était pas un phénomène importé, Merci. comme par exemple, c'est le cas au sud du Mali aujourd'hui. Pardon, juste un point. Maintenant, par exemple, au nord du Mali, les groupes terroristes, ils sont greffés à des ex-chefs terroristes algériens qui sont en train de faire la propagation de ce phénomène dans d'autres pays. Merci, Maître Debbouze. Restez avec nous. Aïssa Rahmoun, cette journée est célébrée sous le slogan « L'Algérie d'abord, l'Algérie ensuite et l'Algérie toujours ». Le contraire nous aurait quand même étonné. Tebboune parle de ceux qui insultent l'armée, vous l'avez entendu. Est-ce que vous avez déjà vu un Algérien qui insulte
l'institution militaire? Déjà, pour une réplique, quand on a entendu les déclarations du chef de l'État, l'Idda Tariha, ça fait 12 sana, 12 ans en arrière. Et 12 ans en arrière, il dit aussi que l'armée ne fait plus de politique parce qu'elle s'est C'est une mission. complètement retirée Ouais, de la ouais, sphère politique depuis 12 ans, pratiquement. Voilà. شكون اللي دا طريحة؟ Est-ce que il veut dire que c'est les années 90, ceux qui voulaient prendre le pouvoir par la force, ou ce sont qui se sont maintenus au pouvoir par la force? par la force. Parce que là, il y a une nuance. On veut prendre le pouvoir par la force et on veut se maintenir au pouvoir par la force. Tout à Donc fait. les deux solutions et les deux orientations politiques ont pesé vraiment sur l'avenir de l'Algérie. Après 250 000 morts et des milliers de disparus, 1 million de déplacés, c'est un désastre. C'est un désastre pour les Algériens. Ça, d'une part. L'armée s'est retirée de la politique. Alors, souvenez-vous des épisodes du mardi où le Gaïd Salah se donnait la parole pour parler aux Algériens, qui étaient dans la rue. Gaïd Salah qui a organisé un coup d'État contre Abdelaziz Bouteflika. Gaïd Salah qui a ramené Abdelmajid Tebboune, ça personne ne peut le cacher. Personne ne peut le cacher. Aujourd'hui, donc, l'actuel président de la République est intronisé par l'ancien chef d'état-major. Quant à la haine, quand il évoque ceux qui ont la haine de l'armée. Mais c'est incroyable. L'ANP est avant tout une armée des Algériens. C'est une armée qui appartient aux Algériens. Ce sont nos enfants, nos frères, nos parents qui sont dans cette armée. Par contre, la différence, c'est entre l'état-major de l'armée et la base au sens très large des militaires, parce que ce sont nos enfants. Souvenez-vous des slogans du Hirak. Le Jish, Shab Khawa Khawa. Plusieurs ont interprété ce message, et notamment les décideurs politiques, comme un appel de la rébellion des agents de l'armée. Non, c'est pas ça. Au niveau de l'état-major, ils ont interprété ça comme étant un appel à une intervention militaire, à assurer, c'est que l'armée va assurer un rôle de transition, etc., ou rester dans le schéma constitutionnel. Par contre, Mais avant d'arriver au rôle de l'armée ou un rôle que pourrait jouer éventuellement l'armée dans une transition démocratique, qu'est-ce qui confère en fait ce droit à l'armée de prendre les rênes du pays, comme c'est passé en 2019, après le coup d'État avec l'article 102 contre Bouteflika, lorsque Gaïd Salah il s'est mis en avant, il communique aux Algériens, il fait un discours chaque mardi. Qu'est-ce qui lui... est-ce que c'est la Constitution? Est-ce que c'est quoi? Non, en fait, dans tous les pays du monde, il y a des chapitres qui sont réservés pour des situations de crise. Des situations de crise intenables, où le politique n'arrive plus à proposer des solutions, où les institutions n'arrivent plus à proposer des solutions, comme c'était le cas de l'Algérie, ça s'est passé en Tunisie, ça s'est passé dans plusieurs pays du monde, où des chapitres dans la Constitution sont réservés qui donnent des prérogatives transitoires, momentanées, à l'armée pour revenir dans un cadre institutionnel et constitutionnel. Par contre, l'élection du 12-12-2019, souvenez-vous, qui venait juste après l'échec de celle du 4 juillet 2019, Ben Salah devait assurer la présidence, la chefferie de l'État pour une période déterminée et organiser des élections pour le 4 juillet. Au-delà de cette date, on se retrouve devant un schéma qui est anticonstitutionnel et anti-institutionnel. Aucun texte ne prévoit l'organisation d'un deuxième scrutin présidentiel du 12 décembre 2019. Et c'est là qu'intervient justement le rôle, la décision politique de l'armée de maintenir le schéma constitutionnel, même s'il n'était plus un schéma, de maintenir les élections contre vent et marée et d'imposer aux Algériens une élection présidentielle qui est celle du 12 décembre 2019. Merci, Maître Aïssa Rahman. Maître Salah Debbouze, nous avons souvent
entendu le chef d'état-major rappeler la fidélité et la loyauté de l'institution militaire à l'égard du président de la République. Est-ce que vous êtes juriste? Est-ce que la Constitution exige du chef d'état-major de renouveler à chaque fois, de réitérer à chaque fois, à chaque occasion qui se présente, la loyauté et la fidélité de l'institution militaire au président de la République? Il peut le faire tous les jours s'il veut, mais pas devant le peuple. Mais constitutionnellement parlant, est-ce que c'est inscrit dans la Constitution? La Constitution met l'armée sous l'autorité du chef de l'État. Très bien. Toutes les constitutions du monde font ça. Toutes les armées du monde. Est-ce que vous connaissez le chef d'état-major de la République française ou des États-Unis? Non, on ne connaît même pas son nom. Même le ministre de la Défense, peut-être, c'est très peu de gens qui connaissent les ministres de la Défense. Et parfois, c'est une dame. C'est des dirigeants. C'est de simples dirigeants d'institutions républicaines qui n'ont rien à voir avec la façade politique. Ce n'est pas à eux de s'exprimer devant l'opinion nationale et internationale. En Algérie, vous avez une armée, vous avez un chef d'état-major. Vous savez, une fois, Tebboune était en visite dans un hôpital, je ne me souviens plus c'était quel hôpital. Il avait à côté de lui Shingriha, il s'exprimait devant la caméra et il disait même Sayyid al-Liwa ou al-Balou. C'est-à-dire c'était carrément quelqu'un qui était sous les ordres de Shingriha, carrément. Même Sayyid al-Liwa, il est au courant de ça. Est-ce que vous voyez, vous, par exemple, n'importe quel chef d'État, un subordonné peut dire, même mon chef est au courant. Mais un chef, il est là pour dire, il représente l'État normalement, il est censé représenter l'État. Lui, il devrait s'exprimer au nom de tout l'État. Bon, maintenant, une armée qui a une revue qui s'appelle Jish, et qui, dans cette revue, il y a un éditorial purement politique et qui s'exprime à l'occasion de n'importe quel événement politique important, il donne la température de l'État algérien. Et Tebboune, il veut nous faire croire que l'armée s'est retirée. Moi, je vous parle. Moi, j'ai fait mes 24 mois de service national en Algérie et je les ai faits en plein désert. Je les ai faits dans un endroit que beaucoup d'Algériens ne connaissent même pas, qui s'appelle Erd Shesh. Erd Shesh, c'est un endroit qui se trouve entre Adrar et Ruggan et Ain Salah. Ce triangle Adrar, Ruggan, Ain Salah en Algérie est appelé le triangle des feux. Et je suis fier d'avoir fait mon service national. On construisait une route entre Adrar et Tindouf. Et on devait atteindre, quand j'avais terminé mes 24 mois, il nous restait quelques dizaines de kilomètres pour atteindre le point de jonction entre notre unité et une autre unité qui est remontée du côté de Tindouf. Dans le point de jonction, il s'appelle Schnechen. Schnechen, c'est un point de jonction entre ces deux tronçons qui venaient d'Adrar. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que cette armée, nous, on a bossé pour cette armée et on a sué pour cette armée. Et j'ai des camarades qui sont morts de soif dans le désert. J'en compte au moins 7 ou 8. Et comme a dit Issa Rahman, il faut savoir que les Djounoud et les sous-officiers et les hommes de troupes, tout cela, à mon époque en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, ils souffraient le martyre dans les unités, surtout les unités les plus éloignées. Il y en a même qui sont morts. Le problème, c'est les dirigeants, cet état-major, c'est exactement comme le schéma politique civil. C'est-à-dire vous avez un gouvernement qui s'accapare toutes les richesses et qui prend tous les avantages et même plus et qui fait des détournements. Et vous avez une base qui est perdue. C'était la même chose dans l'armée.
À l'époque où j'ai fait mon service national, moi par exemple, ben, il y avait un détournement même de la nourriture. C'est-à-dire que nous sommes même le mec qui devait nous parvenir, quand il ça parce qu'il y avait des responsables qui détournaient la pièce de rechange des camions, la nourriture, le thé ou même les lames inox. À l'époque, si vous vous souvenez de Saphir Inox, c'était détourné pour être revendu le marché noir pour se perdre. Il y a des responsables dans mon unité qui ont construit des villas par ce détournement. Donc le problème, il est dans la direction, dans toutes les directions. C'est-à-dire là où vous mettez un responsable, il s'accapare tous les pouvoirs. D'abord, il commence par l'enrichissement personnel et après, il vous produit un discours politique pour vous dire que nous, il y a un ennemi interne, il y a un ennemi externe et on est là pour vous protéger. Et tout le monde et ne vous faites pas manipuler parce qu'ils ne veulent pas que les gens savent les désastres qui se passent dans le pays. Et c'est ça, il faut simplifier le discours, c'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, on vient me dire que Bonifien nous dire que l'armée s'est retirée, mais il se fout de qui? Tout le monde sait que la veille de son élection, il y avait un clan de l'armée qui voulait passer Ezdin Mihoubi, et à la dernière minute, Gaïd Salah est intervenu pour renverser les résultats. Donc il y avait un premier résultat en faveur d'Ezdin Mihoubi. Ensuite, il y a eu un retournement de situation à la dernière minute pour passer Tebboune. Et ceux qui voulaient faire passer Ezdin Mihoubi sont en prison aujourd'hui. Et avec ça, on nous dit l'armée ne fait pas de politique. Non, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Merci à Maître Salah Debbouz. Restez avec nous. Aïssa Rahmoun, vous êtes aussi avocat comme Maître Salah Debbouz. Et Salah Debbouz pense que le problème il est à la tête de l'institution militaire et dans toutes les institutions, le problème il est en tête. Vous l'avez même expliqué que l'armée nous appartient tous, c'est notre armée, c'est notre institution militaire, mais il y a toujours des soucis de direction, etc. Et constitutionnellement parlant, vous êtes juriste. Quelles sont les missions constitutionnelles et institutionnelles d'une armée dans un pays comme le nôtre? Bah, écoutez, il y a la Constitution et il y a la loi. Moi, je pense que juste après l'amendement apporté à la Constitution, le 1er novembre 2020, on a vu constitutionnaliser ce qui était déjà en vigueur et à travers des lois qui ont été adoptées, codifier ce qui était déjà en vigueur. Je m'explique. Dans la Constitution, on a introduit des articles qui confèrent à l'armée des prérogatives d'intervention pour la sauvegarde des intérêts vitaux de l'AG. Ça reste un texte très vague, très élastique, qu'on peut manier comme on veut. C'est comme l'article 87 bis du Code pénal. On est toujours dans cet esprit. Qui parle de terrorisme. On est toujours dans cet esprit. Et je pense que c'est l'article 39 et suivant qui parle de cet aspect où l'armée peut intervenir pour sauvegarder les intérêts vitaux de l'État. Donc, constitutionnaliser ce qui était déjà en vigueur, à la limite, ça devient un bloc de constitutionnalité où l'armée est aujourd'hui une partie prenante de la Constitution. L'impression et l'interprétation sur le terrain. Là, je donne des exemples concrets. Souvenez-vous qu'à 57, le décret présidentiel 57-19 qui donne des prérogatives à la police judiciaire de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui leur donne la prérogative de police judiciaire. Donc, était sur des affaires de terrorisme, de contrebande, de droit commun, de drogue et de détournement, de corruption. Et quand on prend ces 5 délits ou crimes, c'est le code pénal. Donc aujourd'hui, la police judiciaire de la DCSA a les mêmes prérogatives. La police judiciaire du DCSA et l'enquête sur ces délits à l'intérieur de l'institution militaire. Non, et droit commun. J'ai dit droit commun. C'est pour ça que Karim Tabou aujourd'hui se retrouve devant à signer son contrôle judiciaire dans une caserne. Ah, ça je l'ignore.
Et c'est pour cela que Karim Tabou aujourd'hui se retrouve à signer son contrôle judiciaire dans une caserne. Je rajouterai à ça la loi sur la mobilisation générale. Général, oui. Et là, c'est un deuxième signal très fort qui vient de la Constitution. C'est de codifier ce qui était déjà en vigueur, qui donne les pleins pouvoirs à l'armée, dans une situation bien sûr d'exception, de s'accaparer de toutes les institutions de l'État, d'arrêter les grèves, d'arrêter les audiences aux tribunaux, d'arrêter de réquisitionner des syndicalistes, des hôpitaux, des médecins, des avocats, tout le monde. Et l'état d'exception est une situation de non-droit. Donc, vous voyez comment que dans la Constitution, l'esprit du 87 bis, qui revient dans tous les textes, parce qu'auparavant, il était intégré dans la Constitution, j'allais dire que ça allait devenir même un bloc de constitutionnalité. En fait, c'est ainsi qu'on dit aujourd'hui que l'armée est partie prenante du système politique, de la décision politique, parce que un téléspectateur lambda qui nous regarde et qui écoute aussi Tebboune qui dit que l'armée ne fait plus de politique en Algérie, il est difficile en fait de lui expliquer que si l'armée finalement fait le fait qu'on a constitutionnalisé le mais rôle de l'armée... Mais pourquoi en fait depuis 62 à ce jour, il y a toujours ces militaires qui s'immiscent dans les affaires politiques? Adam Smith, il évoque le concept de la main invisible quand il parle du capitalisme et du capital qui est détenu par une poignée d'hommes d'affaires. Il les appelle la main invisible pour donner l'explication de ce qui est état profond. Depuis l'indépendance, l'armée a agi, souvent on disait que c'était la grande muette, à l'ombre, c'était la main invisible, que ce soit dans le domaine économique. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une citation, d'une interview de Abdelrahman Hadj Nasser, qui disait que je ne m'oppose pas à ce que des militaires fassent du commerce. Je ne m'oppose pas à ce que des militaires deviennent des patrons de l'import-export. Je ne m'oppose pas qu'ils aient des promotions immobilières, du tourisme, etc., à la seule condition qu'ils enlèvent leur casquette de militaire. Qu'ils enlèvent leur casquette de militaire. Parce qu'à travers la casquette du militaire, on a accès au crédit bancaire, on a accès aux lignes de crédit bancaire. On a accès à toutes les institutions. On a accès au pouvoir économique. Et quand on a le pouvoir économique, Adam Smith l'explique, cette main invisible, c'est l'état profond, on a le pouvoir politique. Très bien. En fait, ce problème a toujours été posé, y compris par des chefs historiques tels que Hussein Ait Ahmed, Allah yarhamou, Ben Youssef Ben Khedda, l'ancien président du GPRA. On va les écouter, Ait Ahmed et Ben Youssef Ben Khedda, Allah yarhamhum. الجزائر حصلت على استقلالها وإنما ما شيدتش الدولة المنتظرة، الدولة التي وعدنا بها الشعب الجزائر أول نوفمبر 54، وإنما هناك زمرة من الجنرالات العسكريين والمخابرات هما اللي ماسكين زمام الأمور في الخفاء بدون ما يأخذوا مسؤوليات، بدون ما يعطوا حساب، ويستعملون المدنيين ومؤسسة مدنية كظاهرة لا قيمة لها، لأن أصحاب القرار هم العسكريين. Maître Salah Debbouz, Ait Ahmed dit que les généraux utilisent une façade civile telle que le président de la République et derrière, ils tirent les ficelles. Votre commentaire? Je pense qu'il n'y a pas mieux placé, il n'y a vraiment pas mieux placé qu'Ait Ahmed pour nous expliquer ce qui se passe. C'était un chef historique, c'était un militaire au début, rappelez-vous, de l'organisation de l'OS, mais c'était surtout un politique, hein, puis après il a créé le FFS, etc. Mais c'était surtout quelqu'un qui n'a jamais, on lui a offert le pouvoir sur un plateau,
avant de proposer à Baudière de présider le Haut Conseil de l'État, ça a été proposé à Eithmed, il a refusé. Il a dit, moi, je me souviens de cette phrase, moi, après tout ce que j'ai fait, je viens prendre un pouvoir d'une façon qui n'est pas démocratique. Donc, il n'y a pas mieux placé qu'Eithmed ou un autre chef historique, même Baudière avait critiqué le régime, qu'il voulait, qu'il pensait pouvoir changer. Il ne pensait jamais que ce même régime, ces mêmes militaires vont le tuer en direct et par le dos. Donc, ces chefs historiques, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'indépendance, l'armée des frontières, qui était très puissante parce qu'elle avait toutes ses forces, elle avait toutes ses forces parce qu'elle était restée dans les frontières, c'est l'armée des frontières qui est devenue l'AMP, alors que l'armée de l'intérieur était épuisée. Rappelez-vous, il y a eu la guerre des wilayas. Donc, l'armée des frontières qui a pris le pouvoir par la force, elle considère ce pouvoir comme un butin de guerre qui lui revient de plein droit, et ils ont créé ce que la France appelait le premier collège. Aujourd'hui, le premier collège en Algérie, c'est ce qu'on appelle la famille révolutionnaire. C'est eux qui ont tous les pouvoirs, et le reste du peuple, c'est le deuxième collège. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un premier collège, le premier et le second collège, à l'époque coloniale, les Européens, les pieds noirs, les Européens de souche en Algérie, on les appelait les premiers collèges. Ils avaient beaucoup plus d'avantages que les autochtones, dont par exemple les élections de l'Assemblée ou de la représentativité politique. La proportion était énorme. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, je ne connais pas les chiffres, mais vous pouvez avoir pour 1000 autochtones un représentant, et pour 100 Européens au pied noir un représentant. Donc, et c'est valable dans tous les domaines. Vous avez accès beaucoup plus facilement à tous les privilèges économiques, y compris les terres agricoles les plus fertiles, les postes, l'éducation, la formation, les soins. Vous avez accès beaucoup plus facilement que les autochtones. Aujourd'hui, le premier collège, c'est ce qu'on appelle la famille révolutionnaire, et le reste de l'Algérie, c'est le second collège. Et donc, bien sûr, ils sont là, ils ramènent des gens qui savent parler, faire de discours pour dire au peuple que ce que vous voyez, c'est la normale, et même dire que c'est mieux que dans... J'ai entendu une dame dire que l'Algérie, c'est une dame de la Suisse qui lui aurait dit que l'Algérie est meilleure que la Suisse. Ils sont capables de dire des choses pareilles au peuple pour lui dire, si vous souffrez, c'est tout à fait normal, et vous souffrez moins, ou vous souffrez pour que... Vous savez, quand Tebboune a dit il y a ça quelques jours ou quelques semaines, Ouais. on est prêt pour manger la pierre pour que l'Algérie se maintienne, etc. Il ne voulait pas dire oui, il voulait dire au peuple, il faut que vous soyez prêts pour que vous mangez la pierre, mais parce que les dirigeants, eux, ils mangent du caviar. Ils ne vont pas manger la pierre, eux. Ils ne vont même pas manger du pain. Et ils ne peuvent pas le manger. Ils ne peuvent pas le manger. Le peuple, pour Tebboune et pour les autres dirigeants, le peuple, il connaît très bien la pierre, ou il dit que ça, c'est la fierté. Donc, ces militaires, ils considèrent que l'Algérie est un butin de guerre, et qu'ils ont, c'est grâce à eux et à ceux qui les ont précédés que ce pays est devenu indépendant. Ils considèrent le peuple comme un problème, une source de problème qu'il faut vraiment réprimer pour ne pas qu'il leur pose beaucoup de soucis, et qu'ils les laissent bénéficier de ces avantages. Avant l'indépendance, le mot d'ordre, c'était la liberté. Et après l'indépendance,
c'est devenu l'indépendance. C'est-à-dire avant 62, لو كان تشوف هذوك لي زيستوار تاع بكري ولي فيلم وهذوك كانوا يحكوا على الحريه، ما كانوش يحكوا على الاستقلال. Pourquoi الحريه؟ Parce que c'était l'indépendance de l'individu, du groupe et du territoire et de la patrie et de tout le monde. C'était la liberté, pas l'indépendance, c'était la liberté de l'individu, du groupe, de tout. Mais après, pour ne plus que les gens pensent à la liberté, ils nous ont créé ce mot de l'indépendance et on ne parle plus de liberté. Maintenant, si vous parlez de liberté, vous êtes sanctionné. Donc, et pour glorifier encore plus tout ça, ben, Tebboune, en 2022, il se rappelle qu'il faut glorifier encore plus l'armée. Et voilà, il crée cette journée pour l'armée. La journée pour l'armée, il n'y a pas de problème, mais il faudrait qu'elle soit célébrée entre militaires. Ils n'ont pas besoin de vous l'imposer. Est-ce que les avocats, quand ils célèbrent la journée des avocats, ils l'imposent à tous les Algériens? Non. C'est une journée entre avocats, entre pompiers, entre médecins, entre policiers. Message reçu. Merci, Maître Salah Debbouze. Restez avec nous. Nous avons écouté Hussein Ahmed. Et maintenant, on va écouter Ben Youssef Ben Khadda. On n'en parle pas trop de Ben Youssef Ben Khadda. On va l'écouter. C'est au moment où il était justement président du GPR, le gouvernement provisoire de la République algérienne. L'armée est au service de la nation, c'est-à-dire qu'elle est sous l'autorité directe et absolue du gouvernement qui exprime la souveraineté nationale. Elle n'est pas la source du pouvoir selon l'idée simpliste qui confond force armée et origine du droit et du pouvoir. Cette origine ne peut être que le peuple. C'est là un principe de base de notre révolution et de toute démocratie. La force du verbe, la verve, la détermination. Vous imaginez Tebboune tenir un tel discours face à l'armée? Mais là, c'est aussi un discours, une déclaration d'indépendance du gouvernement et de la présidence de la République. Mais c'est aussi un rappel à l'ordre. Pourquoi? Un rappel à l'ordre aussi. Quand il dit que la source du droit, c'est le peuple algérien. Et ce n'est pas l'armée. Quand il dit que l'armée doit être sous l'autorité d'un gouvernement, d'un président, d'institutions. Légitime, bien sûr. Et là, c'est ça, Dawla al-Madaniya, machi askariya. C'est que Dawla al-Madaniya, c'est que la souveraineté populaire est respectée. La Constitution est là comme loi fondamentale qui répartit les pouvoirs entre les différents pouvoirs, qui rappelle à l'ordre la mission de l'armée, le rôle de l'armée institutionnelle, mais aussi sécuritaire. C'est que les lois obéissent à l'esprit d'une constitution qui est l'émanation de la population. C'est que les élections ne sont pas truquées. C'est pour accéder au pouvoir, il faut accéder au pouvoir par des mécanismes et des moyens pacifiques. Il faut quitter le pouvoir avec des mécanismes et moyens pacifiques. Il ne faut pas accéder au pouvoir avec la violence. Il ne faut pas quitter le pouvoir avec la violence ou se maintenir au pouvoir avec la violence. Voilà le message de Si Ben Khadda, Rabbi yarhamou. Et il nous rappelle subitement ce que disait tout à l'heure le président de la République, c'est que jusqu'à nos jours, rien n'est réglé. Et le problème de légitimité politique, de la souveraineté populaire est toujours d'actualité, d'où le slogan Dawla Madaniya Machi Askaria. Merci Maître Rahmoun. On va écouter une dernière vidéo du président Abdelmajid Tebboune. اليوم لازم نصون الاستقلال تاعنا. الاستقلال سبق لي وقلتها نصونوه بأمرين: جيش قوي واقتصاد قوي. قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو قد ما نقص من الأطماع نتاع
الجهه الفلانيه ولا الجهه الفلانيه والجهه الفلانيه. ماهوش جيش اللي قوي باش يعتدي. التاريخ يشهد للجزائر المستقله من مارس 1962 الى يومنا هذا، عمر الجزائر ما خرجت من الشرعيه الدوليه. عمر الجزائر ما تعدات على واحد، تعداو علينا وهجموا علينا، ولكن احنا لا، ندافع على ترابنا فقط. Maître Salah Debbouze, nous avons une institution militaire forte, nous avons une économie aussi forte. Qu'est-ce que vous faites sur ce plateau à chaque fois pour critiquer l'institution militaire, Tebboune, les choix économiques du gouvernement? Bah, si ça marche pas, ça marche pas. Hein. C'est pas le discours qui le dit. Tenons ce passage-là. Oui. عمرنا ما تعدينا على واحد. Et l'armée algérienne, c'est une armée de défense. Oui, c'est vrai. Dans la Constitution, depuis 1963, la première Constitution, jusqu'au premier amendement de la Constitution par Tebboune, c'était interdit à l'armée algérienne de quitter le territoire. La Constitution disait que l'armée algérienne est une armée de défense, elle ne doit jamais quitter le territoire. Bon, Boumediene a envoyé des troupes au Moyen-Orient. À l'époque, la Constitution était suspendue. Depuis de 63 à 76, il n'y avait pas de Constitution. De 65 à 76, il n'y avait pas de Constitution. Donc, dans le cadre, dans un État qui n'était pas, il n'y avait pas de Constitution, Boumediene avait envoyé des troupes au Moyen-Orient. À part ça, les troupes algériennes n'ont jamais quitté le territoire. Mais en 2020, Tebboune a fait un amendement de la Constitution qui permet aux troupes algériennes de quitter le territoire national et d'aller se battre à l'extérieur. Aujourd'hui, la Constitution algérienne permet aux troupes algériennes de sortir du territoire algérien pour aller se battre dans d'autres pays. Pour quelle raison? Est-ce que ça, c'est une armée de défense? C'est un point d'interrogation que je pose. Pourquoi on change la Constitution en 2020 pour dire dans la Constitution que dorénavant l'armée algérienne peut se battre en dehors des frontières algériennes? La question reste posée. Pourquoi je pose cette question? Parce que ça contredit ce que dit Tebboune. Ouais. Ça contredit. Si l'armée algérienne devait quitter le territoire algérien pour aller se battre, pourquoi ça n'a pas été mis dans la Constitution de 63, celle de 76 et celle de 89? Ça n'a jamais été mis. Ouais. Après, les amendements qu'il y a eu jusqu'à maintenant, moi je considère que c'est la même Constitution de 89 chaque fois qu'on met à la taille du chef de l'État qui vient. C'est-à-dire, il a semaine chouïa yismlouha ou il a qaq chouïa yarqouha. Voilà, il s'est même permis de retailler la Constitution 2 fois parce que peut-être qu'il a pris un peu de poids entre-temps. Il voudrait bien que le costume soit un peu plus large. Il se sentait un peu serré dans la mouture qu'il a amendé lui-même en 2020. Merci. Mais alors, depuis Maître 2020, Debbouze. il y a eu cet amendement que je considère, moi, une mutation profonde de la doctrine même de l'État algérien. Merci, Maître Debbouze. On a débordé un petit peu sur le temps de l'émission. Salah Debbouze parlait des costumes sur mesure qui sont devenus les constitutions algériennes depuis 62. On a vu à chaque fois, il y a un nouveau président, il y a une nouvelle constitution. Et Salah, on a souvent entendu dans les débats sur les transitions démocratiques, notamment lorsque ça concerne notre pays, on dit que l'armée est garante de la transition. On parle de tous les compteurs, des voies et moyens d'une transition et on implique toujours l'armée comme garante de cette transition. Qu'est-ce que ça veut dire l'armée garante d'une transition démocratique? Bon, la discussion, c'est que l'armée doit être garante de la transition. Parce qu'on a vécu Dans cette quel période. sens? On a vécu cette période, D'accord. justement, avec l'arrêt du processus démocratique. Pour les uns, ils appellent ça l'arrêt du processus électoral, où l'armée avait interrompu un processus. Processus démocratique ou électoral, deux en un, mais ils ont arrêté un processus qui est né au lendemain
d'une constitution qui est celle de 89, comme disait mon confrère Salah Debbouze. Est-ce que l'armée était garante de ce processus électoral? Mais ben non, elle n'était pas garante. Au contraire, c'est elle qui a arrêté le processus. Deux, ils ont institué un Conseil national de transition qui a nommé les membres du Conseil national de transition. Bah, c'est les services de sécurité, main dans la main avec l'armée. Et le général Nzar l'a assumé publiquement. Donc l'armée n'a jamais été une garante d'une transition démocratique. Et c'est pour cela Vous parlez du haut commissariat, du haut comité d'État. Le haut comité d'État et le Conseil national de transition. Le CNT. Et CNT, qui a remplacé Sofiane Djilali. Qui a remplacé, tout à fait, qui a remplacé le Parlement. Tout à fait. Ouais. Donc les nominations, ce n'était pas une élection, c'était des désignations à la base de rapports fournis par le service de sécurité agissant main dans la main avec l'armée. Est-ce qu'en 2019, l'armée a joué son rôle de garant d'une transition? Souvenez-vous qu'il y avait les débats du PAD, qu'il y avait les débats de la coalition de la société civile, qu'il y avait des agoras dans la rue, qu'il y avait des débats très intéressants menés par nos jeunes. Par nos jeunes. Tout à fait. C'est la première forme de la Gen Z. La Gen Z, c'est la Gen des Z. C'était la première forme d'organisation extraordinaire. Est-ce que l'armée a été garante de ce processus? Mais non. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on tient haut et fort à dire qu'on a besoin d'une transition démocratique. Et la transition démocratique, ce n'est pas contre l'armée. Ce n'est pas contre des personnes. C'est pour le peuple algérien. C'est pour l'avenir des générations futures. Et l'armée doit être la garante de ce processus. Garante, elle ne touche pas aux choix politiques. Elle ne touche pas aux opérations électorales. Ils ne vont pas trafiquer les élections, le résultat des élections. Ils vont laisser émerger l'élite sociale. C'est ça, la vie d'un État. La vie d'un État, ça se construit avec du sang, avec du sacrifice, avec de l'énergie, avec de la volonté. Mais la volonté, il ne faut pas que ça soit seulement la volonté d'une société, mais c'est aussi la volonté des teneurs du pouvoir. Des tenants du pouvoir. Merci, Maître Aïssa Rahmoun. Merci, Maître Salah Debbouze. Nous arrivons à la fin de cette émission, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci de nous avoir suivis. Nous arrivons justement à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h, heure de Paris. Merci.